Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est changement de décor. Notre émission va se dérouler au niveau de la maison d'accueil de l'association Ihsan, Dal Ihsan, en compagnie avec Dr Tarwa Dada, oncologue et membre de l'association et initiatrice du projet Construisons un hôpital pour les enfants atteints du cancer. Avant de débuter notre émission, je vous invite à regarder avec nous le reportage que nous avons consacré à la maison d'accueil d'Al Ihsan. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et C'est merci moi. de nous recevoir aussi. À travers le reportage, nous avons vu quelques images sur le siège d'Al Ihsan. Maintenant, je voudrais, avant de parler bien sûr de votre projet de construire un hôpital pour les enfants, pouvez-vous nous donner donner quelques chiffres sur le nombre d'enfants atteints de cancer en Algérie, approximativement? Pour le nombre de cancers, en tant que médecin, en tant qu'association, nous avons des chiffres officiels qui parlent d'environ 15 000 nouveaux cas par an, mais que nous estimons vraiment en dessous de la réalité. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent même pas à l'hôpital et qui n'arrivent même pas à être enregistrés sur les registres du cancer. Donc les chiffres peuvent même dépasser les 2000 cas par an. 2000 cas par an. C'est pas un chiffre très important, mais vu le manque de structure, le manque de nombre de lits, c'est quand même tout est relatif. Tout à fait. Nous avons les cancers hématologiques qui sont généralement pris en charge soit dans des services d'hématologie ou bien des services de pédiatrie. Nous avons les cancers solides, ce qu'on appelle les cancers solides, donc tout ce qui est cancer en dehors des cancers du sang, tout ce qui est donc les sarcomes, les rétinoblastomes et tout ça. Ce genre de cancers sont pris en charge soit aussi dans des services de pédiatrie, soit dans des centres d'oncologie réservés aux adultes, où il y a une petite unité qui est attribuée aux enfants pour soigner ce genre de cancer. Mais nous savons très bien que ce genre de malades, c'est des malades qui reçoivent des traitements qui les rendent immunodéprimés, si vous voulez. C'est des malades où le traitement les rend vulnérables. Donc, les mettre avec des malades, des enfants, dans des services de pédiatrie qui ont des infections, qui ont des méningites, qui ont des maladies parfois très graves,
peuvent entraîner beaucoup de complications chez ces enfants. Voilà. Donc, il leur faut un milieu médicalement favorable. Aussi, les mêler à des adultes, c'est pas une solution parce qu'ils ont leurs besoins et leurs spécificités. Donc, il leur faut d'abord un milieu qui soit adapté à leur maladie et aussi à leur âge et à leurs besoins. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On peut pas soigner un adulte comme on soigne un enfant. L'enfant, il a différents besoins qu'un adulte, surtout par rapport à la compréhension aussi de la maladie. Pour la compréhension de la maladie, heureusement, il y a aujourd'hui des spécialistes vraiment qui sont penchés sur la question, qui travaillent sur ça, qui font que le cancer de l'enfant. Voilà, généralement soit c'est des pédiatres qui ont été formés en oncologie, soit c'est des oncologues qui ont été formés en pédiatrie, soit c'est des hématologues. Voilà. Très bien. Mais c'est pas le problème n'est pas un problème propre au personnel soignant. C'est un problème qui est lié aux moyens plutôt. Qui ne sont pas disponibles. Qui ne sont pas favorables. Qui ne sont pas favorables. Voilà. Ah, les moyens sont Il y a des services, mais qui ne sont pas adaptés à l'enfant, si vous voulez, ou bien à la maladie. D'accord, donc c'est ça qui crée un petit fossé, on va dire. Oui, un grand fossé. Un grand fossé. Oui. On va voir tout à l'heure par rapport aux résultats. Justement, oui. Et comment est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour prévenir le cancer de l'enfant ? Le cancer de l'enfant, donc nous avons, si on veut, en gros, deux types de cancer en dehors de la maladie elle-même, le siège de la maladie, si vous voulez, l'origine de la maladie. Nous avons deux types de cancers, si on veut les répartir ainsi. Nous avons des cancers qui sont héréditaires, transmis par l'hérédité. Ça veut dire que la maman, elle est porteuse d'un gène qu'elle transmet à son enfant. Là, c'est des enfants aussi qui naissent avec ce cancer. Comme dans les rétinoblastomes, c'est des familles qui présentent, c'est une famille qui présente ce genre de maladie. Ça se transmet d'arrière-grand-père en arrière-petits-enfants. Nous avons aussi d'autres types de cancers. C'est les cancers qui sont dus à des mutations génétiques. Ça veut dire que l'enfant, pendant sa conception, dans le ventre de sa mère, quand il était encore fœtus, il y avait des divisions cellulaires qui se sont mal produites. Il y avait des anomalies génétiques qui se sont produites. Et là, l'enfant, si vous voulez, aussi, il naît avec cette maladie. Nous avons aussi des cancers qui sont dus à l'environnement, comme nous pouvons le voir par exemple quand il y a là où il y a des centrales nucléaires, là quand il y a des guerres qu'on connaît tous, Hiroshima, voilà. Donc Hadouk, c'est des cancers qui sont induits par l'environnement. Par contre, les autres cancers, généralement, c'est des cancers avec l'enfant, il naît avec ces cancers. Voilà. Voilà. Et par rapport aux personnes il y a l'environnement comme vous avez dit. Est-ce que la pollution a un impact sur les cancers de l'enfant ? Écoutez, le cancer, c'est une maladie multifactorielle. Donc, il n'y a pas un seul facteur qui rentre en considération. Il y a plusieurs facteurs. Chez l'enfant, la pollution pourrait jouer un rôle, mais comme ce genre de facteurs prennent du temps pour induire un cancer, moi je dirais que c'est pas un facteur majeur dans l'apparition d'un cancer chez l'enfant. C'est plutôt tout ce qui est agression importante chez l'enfant parce que ça paraît tôt. Donc il faut une agression beaucoup plus importante que ça, comme on en a dit tout à l'heure par rapport aux explosions nucléaires. Et par rapport aussi comme vous avez dit, les enfants qui ont une prédisposition de cancer qui se passe au niveau dans la vie intra-utérine. Est-ce que vous pouvez nous citer vous nous donner quelques conseils pour que les mamans évitent certaines habitudes, certaines consommations pour éviter le cancer de l'enfant, comme la cigarette, je pense, comme ce genre d'habitude, généralement, ça entraîne d'autres maladies, d'autres pathologies. Ça n'a rien. Pas forcément je vous ai dit que tout à l'heure, c'était lors de la division, des premières divisions cellulaires. Okay. Ça n'a pas vraiment à voir avec la vie fœtale proprement dite. C'est la constitution du fœtus en elle-même qui peut engendrer ce genre de cancer. D'accord.
Et par rapport à l'enfant, est-ce qu'il y a des habitudes? Est-ce que le sport, par exemple, le sport, l'alimentation, est-ce qu'il pourrait... Oui, bien sûr, surtout l'alimentation. Préserver l'enfant. Oui, l'alimentation, c'est un facteur très important. Il peut les préserver pendant la période de l'enfance et ça peut aussi le préserver pendant sa vie d'adulte aussi. Tout à fait. Donc, c'est toujours bon de prendre des bonnes habitudes alimentaires dès le départ, dès l'enfance. Mais surtout avec le taux de diabète infantile qui est en train de prendre du terrain. Et le diabète aussi, ça peut être un facteur de risque, le cancer aussi, dans certains cas. Oui. D'accord, ok. Donc mieux vaut la prévention, le sport, l'activité physique. Il n'y a pas mieux. Éviter les tablettes, exactement. Ces nouvelles technologies. Et quels sont le taux approximatif quel est le taux approximatif de nombre de guérisons de l'enfant en Algérie par rapport aux autres pays? Dans des conditions optimales, quand tout est mis en place pour que l'enfant soit soigné dans les meilleures conditions, on peut atteindre jusqu'à 90% de taux de guérison. Donc, c'est dire que le cancer de l'enfant est guérissable. Okay, très oui, bien. c'est ça. C'est parmi les choses qui nous ont conduit plutôt à penser à réaliser un centre pour ça. Donc un taux en Algérie, approximatif. En Algérie, oui, voilà. moi, je dirais, j'ai lu quelques articles et je pense que, parce que je suis pas spécialisée dans l'enfant, mais j'ai quand même une idée sur ça. Je pense que le taux ne dépasse pas les 50%. Voilà. D'accord, ok. Et c'est dû à quoi, à votre avis? Voilà, c'est dû à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est les conditions de prise en charge qui sont pas vraiment optimales et favorables pour que l'enfant. C'est pas, par exemple, en ce qui concerne les médicaments et les produits, ils sont généralement disponibles. Il y a certaines techniques où l'enfant il est obligé de se déplacer dans d'autres pays pour les recevoir. Justement. Voilà, comme dans les rétinoblastomes, il y a des traitements actuellement en laser qui ne sont pas disponibles en Algérie. Mais la chimiothérapie, par exemple, elle est faite de façon tout à fait naturelle et spontanée. Il n'y a pas de problème par rapport à la chimiothérapie. Il y a beaucoup de chirurgies qui se font en Algérie aussi. Donc, on a beaucoup de moyens, mais ils sont pas bien utilisés. Ils sont pas utilisés de façon optimale, si vous voulez. Parce que l'enfant, quand on apprend qu'un enfant a un cancer, c'est un tremblement de terre pour la famille, c'est la foudre. Voilà. Donc déjà il faut assimiler, absorber le choc. Et après il faut s'orienter. D'abord avant tout, il faut faire le diagnostic précocement. C'est pas le cas toujours. Tout le monde, oui, voilà. Tout à Donc fait. il faut penser à faire le diagnostic. Dans ce cas, c'est le rôle de la formation. Il faut bien former que ce soit les médecins généralistes ou bien les autres spécialités. Il faut bien les former pour faire le diagnostic de certains cancers chez l'enfant. Surtout, il y a des cancers qu'on peut pas rater. Il y a des cancers comme le rétinoblastome, c'est une maladie qu'on peut détecter. Surtout comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie familiale. Oui, donc tout à fait. Voilà, il faut surveiller tous les enfants de la descendance par rapport à cette maladie. Il y a d'autres maladies. Il faut savoir examiner un enfant. Il faut suspecter le cancer, comme chez l'adulte aussi. Il faut y penser, il faut le suspecter. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la formation des médecins. D'abord, quand le diagnostic est fait précocement, c'est déjà un pas géant. Après, les parents vont s'orienter vers le spécialiste pour prendre un rendez-vous. Et c'est là que ça commence à se corser. Parce que les rendez-vous ne sont pas... ils sont très éloignés. Les parents, il faut qu'ils se déplacent vers les villes du nord, surtout ceux qui viennent de l'intérieur et du sud. C'est tout un calvaire. Il n'y a pas de structure d'hébergement pour les parents. Il faut qu'ils se débrouillent pour l'hôtellerie. Une fois sur place, on les remballe. Souvent, on leur dit d'aller chercher ailleurs qu'il faut attendre un mois, des fois 2 mois pour faire. Dans le meilleur des cas, pour faire hospitaliser un enfant. Pourquoi ? Parce que les lits ne sont pas suffisants. Ça, c'est un point très important aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de moyens tout à l'heure. Ça fait partie des moyens. C'est un point clé. D'où je pense l'idée que l'association Al-Badr a eu de construire un hôpital pour les enfants atteints de cancer, je pense. Voilà, exactement. Donc, on avait dit le premier point, c'est le diagnostic précoce. Le deuxième point, c'est la disponibilité des lits. Et le troisième point,
c'est les moyens mis à disposition de ces enfants et l'environnement aussi qui est très important. Très, très important. On va le voir tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du projet l'hôpital de l'espoir, construisant un hôpital pour les enfants atteints du cancer? L'idée a émergé. Que je rappelle qui est l'initiative de l'association Al-Badr. Exactement. Donc l'association Al-Badr, après avoir construit Dar al-Ihsan, la maison d'accueil des malades atteints de cancer, tout de suite il fallait trouver une autre idée parce que c'était une réussite, un succès. Donc on était conforté par rapport à ce succès. Et je vous cache pas que l'idée est née du président de l'association, qui un jour il s'est retrouvé dans une chambre de pédiatrie entre 3 enfants. L'un d'eux avait un cancer, il est décédé entre les 2 autres enfants. Voilà, ça c'était vraiment le facteur déclencheur. Quoique l'association avait déjà une idée par rapport aux besoins, ou par rapport au manque qu'il y avait par rapport à la prise en charge du cancer de l'enfant, mais ça c'était le déclencheur, si vous voulez. Et lors d'une visite d'un ministre au niveau de Dar al-Ihsan, on avait déjà pensé à Monsieur Boudiaf, l'ex-ministre de la Santé. On avait déjà, l'idée commençait à émerger, quand je vous ai dit. On lui a parlé, on lui a glissé un mot. Voilà, la maison est faite et maintenant on pense à quelque chose de plus grand et peut-être beaucoup plus utile aussi, parce qu'il y aura les soins. Oui. Dans l'Ihsan, par contre, il n'y a que l'accueil. Donc, il était favorable à l'idée. Il nous a demandé de faire un avant-projet. Et on avait quand même vu un terrain qui était pas très loin de Dar al-Ihsan. Mais bon, finalement, ça n'a pas abouti sur ce terrain, mais sur un autre terrain. Donc, on avait fait l'avant-projet. Lors de la remise de la médaille, on a eu une médaille de l'OMS. Donc, on avait reçu au niveau du ministère de la Santé. Et en présence du ministre de la Santé, M. Boudiaf, l'ex-ministre. Et là, on avait le projet l'avant-projet. On a profité de l'occasion. On a reçu la médaille, on a remis l'avant-projet. Et voilà, c'est là que ça a commencé. Voilà, c'est là qu'on a commencé à tracer le chemin du projet. Et avant d'avoir le terrain même, on a commencé à travailler sur le projet. On est passé par différentes étapes. Je sais pas si on a le temps de les énumérer. Oui, bien sûr. Voilà. On a d'abord, on s'est réunis en tant que membre de l'association. On a commencé à débattre l'idée, donner nos idées. Chacun avait une façon de voir les choses. Mais après, on a été chercher les spécialistes, les chefs de service, les médecins qui travaillent à côté de l'enfant, qui soignent l'enfant. Et on a eu aussi leur point de vue, voilà. Et bon, et ça a duré des mois. C'était plusieurs réunions et tout. Après, on a été obligé de se déplacer à l'étranger. Pour voir ce qui se passait ailleurs, parce qu'on n'avait pas de modèle type ici. Il y a le centre d'oncologie pédiatrique à Oran, mais c'est un centre qui ne fait que de la chimiothérapie. Nous, on voulait un centre qui soit complet, assez complet, le plus complet possible, si vous voulez. Parce que parmi les points négatifs par rapport à la prise en charge de l'enfant, c'est que l'enfant, il est obligé de se déplacer d'un service à un autre pour recevoir son traitement. Par exemple, il passe de la chirurgie, après il va à la chimiothérapie, après à la radiothérapie. C'est tout un parcours du combattant. Nous, on voulait lui éviter ça parce que ça fait perdre aussi du temps pour l'enfant. Tout à fait. Donc, le temps, il est très important dans la prise en charge. Oui. Voilà. Donc, on a été obligé de se déplacer à l'étranger. On a visité des centres. On a été en France, à Rouen, à Lyon. On a vu des centres, des modèles. On a été aussi au Liban, où il y a aussi des centres qui soignent les enfants, des centres privés. Moi-même, j'ai été à Montréal, où, lors d'une visite familiale, je vous cache pas, j'ai profité de l'occasion pour contacter des gens sur place. Et j'ai pris contact, par exemple, c'était c'était un cadeau du ciel, si vous voulez. J'ai pris contact avec une architecte algérienne qui est aussi de Blida. Voilà, c'était un hasard, qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine mère-enfant, qui est chef de projet là-bas, qui est architecte. Très bien. Et elle vous a c'était oui, bien, juste elle nous a pas uniquement conseillé, elle a pris contact avec nous, elle s'est déplacée, elle est venue en Algérie
Et on c'est un projet. Voilà. Et on s'est réunis ici même. Super. Voilà, au niveau de cette salle, avec les architectes qui ont le projet en main. Et voilà, il nous a fait beaucoup de corrections, de remarques. Et par rapport au terrain, le terrain est disponible? Le terrain, on l'a eu à travers l'ex-wali qui est même actuellement ministre de l'Agriculture, M. Bouazgui, qui est venu visiter la maison d'Al-Ihsan lors de son installation ici à Blida comme wali. Et dès qu'il a vu la maison, il était rassuré par rapport à l'association. Et on lui a parlé du projet, il nous a dit le terrain, et considérer le terrain comme acquis. C'est une phrase qu'on n'oubliera jamais. Oui, j'imagine. Voilà, et quelques mois après, on a eu la confirmation de l'acquisition du terrain. C'est le terrain qui est à Blida, il n'est pas très loin de l'hôpital France Fanon et du centre anti-cancer de Blida, à une centaine de mètres. Et il est de combien de mètres carrés? C'est un terrain de 3000 mètres carrés. Ça nous a un petit peu restreint par rapport à l'architecture, mais quand même, on a pu mettre l'essentiel. Voilà. Mais comment vous prévoyez la répartition de l'espace? L'espace. Donc l'espace, il est réparti en 2 pôles principaux. On a un pôle de soins. Où il y aura la plupart des services dont l'enfant a besoin lors de son parcours, que ce soit les services médicaux ou bien le plateau technique. Donc on aura des services d'oncologie médicale, donc de chimiothérapie et de thérapie, tout ce qui est médical, traitement médical, d'hématologie et d'oncologie. Il y aura des services d'hospitalisation et d'hôpital de jour. Très bien. On aura un bloc opératoire pour opérer la majorité des enfants. On aura bien sûr des conventions avec d'autres services où on pourra pas tout assurer, mais on assurera inchallah le maximum. On a prévu un service de greffe de moelle osseuse. Voilà, pour ces enfants, parce qu'ils ont souvent besoin de greffe de moelle osseuse. On a prévu aussi l'imagerie médicale, tout ce qui est scanner. Ça va être un centre vraiment complet. Complet. On a prévu les laboratoires de biologie, d'anatomopathologie. Quoi encore? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bon, pour la radiothérapie, on n'a pas pu la prévoir tout de suite parce que c'est très lourd comme investissement et comme projet. C'est des matériaux qui coûtent très très cher. Mais peut-être que ça viendra avec le temps, Inch'Allah. Pour l'instant, puisqu'il n'est pas loin du centre anti-cancer de Blida, on va essayer de travailler avec eux, le temps voulu. Voilà, c'est pratiquement tout. Le deuxième pôle, il y aura c'est un pôle social, on a appelé un pôle social parce qu'il y aura l'hébergement de l'enfant et de ses parents quand il y aura besoin de l'héberger, parce que les enfants hospitalisés seront hospitalisés au niveau du service du pôle de soins, mais les parents auront besoin de rester à côté. Donc la maman peut-être qu'elle va passer la nuit avec son enfant au niveau de la chambre s'il y a besoin, mais les autres membres de la famille, le père ou bien la fratrie pourront héberger. Très bien. Voilà. Et des fois, il y aura des fois où l'enfant sera obligé de passer la nuit. Par exemple, si c'est un enfant qui se déplace de loin pour faire sa chimiothérapie en hôpital de jour, il ne pourra pas repartir le même jour. Donc, famille va passer la nuit au niveau de ce pôle social. Dans ce pôle social, il y aura aussi tout ce qui est scolarité et tout ce qui est loisirs. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant guérit dans 80-90% des cas. C'est un enfant qui sera disposé à être un cadre de la société. On va pas en faire un illettré ou un analphabète. Il ne faudrait pas que la maladie l'handicape toute sa vie. Exactement. Alors qu'on voit ça actuellement. L'enfant ne suit pas sa scolarité. Il rend son parcours scolaire. On veut pas arriver à ça. On veut changer les choses. Et pour que cet enfant soit quelque chose d'important peut-être dans le futur, un cadre ou bien qui soit actif va soigner plus dans la tard société. Les autres enfants voilà, aussi. Il va être actif dans la société. Donc on va poursuivre son parcours scolaire au niveau de ce pôle, et il y aura des classes de scolarisation adaptées à ces enfants avec des enseignants entraînés pour ça. Il y aura le côté psychologique et il y aura le côté loisir. Ça sera un côté loisir au niveau du pôle, à l'intérieur, donc, si vous voulez, fermé. Il y aura aussi des aires de jeu ouverts quand il fait beau à l'extérieur. Voilà. Ça promet vraiment d'être Inch'Allah. quelque chose de très beau, Inch'Allah. qui va vraiment servir aux enfants et à la société aussi. Et les médecins, est-ce que ça va être des médecins bénévoles? Est-ce que ça va être des psychologues bénévoles? Écoutez, sur ce plan, nous, on a été au ministère de la Santé. On travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, qui ont d'ailleurs validé les plans architecturaux du projet.
Et on a eu des réunions sur ce point parce que on doit donner un statut exact à ce centre. Tout à fait, tout voilà. à fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas de statut qui a été défini exactement. Donc on a parlé d'un éventuel public-privé. Voilà, si vous voulez. Mais il n'y a rien pour l'instant de concret parce que les lois n'existent pas encore. On est dans l'espoir d'être les initiateurs de ces textes de loi. Parce que je pense que le pays a besoin d'aller vers ça. Bien sûr, voilà. tout à fait. Donc, Inch'Allah, ça va se faire dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, le ministère de la Santé aura sa part de la tâche. Et nous, on aura notre part. De toute façon, le pôle social sera géré par l'association. Ça, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Pour le pôle de soins, on va vers ça. On espère aller vers ça. Voilà. Donc, le recrutement et tout sera fait conjointement par le... Maintenant, s'il y a des médecins bénévoles qui veulent aussi oui, bien venir... sûr. Mais on a besoin de médecins à plein temps, si vous voulez. D'accord. Peut-être pour les gardes. Peut-être, pour les gardes, peut-être, on pourra faire ça. Mais pour le reste, on pourra faire... trouver un compromis on pourra avoir des médecins qui seront recrutés par le ministère de la Santé. Oui, ça va créer aussi de l'emploi. Donc exactement. Ça peut être Exactement. Positif. Et comment les auditeurs de Radio M peuvent vous aider, les téléspectateurs, les auditeurs peuvent vous aider à mettre en œuvre ce projet? On le dit toujours au niveau de l'association, comme vous l'a dit tout à l'heure le président lui-même, nous, l'argent est important, bien sûr. C'est les dons matériaux sont importants aussi. Mais tout est important, à vrai dire. Tout le monde peut contribuer à sa façon, dans son domaine, avec ses idées, avec tout ce qu'il peut apporter comme humainement, financièrement, matériellement, tout est important. Et tous les dons sont les bienvenus, même les plus minimes, les plus petits dons, même 10 dinars si vous voulez. Oui, voilà. tout à fait. Ça va de 10 dinars à l'infini. Voilà, donc tout le monde toutes les personnes qui veulent contribuer est le bienvenu pour contribuer, pour apporter sa pierre à l'édifice, pour faire grandir petit à petit ce projet. Déjà, si vous me permettez, avant de penser à faire des dons, ça serait bien aussi de venir assister au relais que vous allez organiser le 16 février. Absolument. Voilà. Absolument. Ça sera déjà un petit pas. Donc, ce sera la première porte que les auditeurs ou bien les téléspectateurs vont ouvrir. Ceux qui ne connaissent pas bien sûr l'association, ils vont venir d'abord ils vont connaître l'association. Il y aura des stands pour ça. Le relais va se passer le 16 février. Le 16 février à au niveau de la coupole d'Alger, Mohamed Boudiaf, donc le 5 juillet. Le relais aura lieu pendant 12 heures, si vous voulez. Il va démarrer de 10 heures du matin. C'est une forme de course, marche. Exactement. Il va se poursuivre jusqu'à 10 heures à 11 heures du soir. C'est quoi ce relais? Il consiste en une manifestation sportive et artistique. Donc, ça sera un relais sportif autour de la piste de la coupole, où les gens vont se relier pendant 12 heures. Mais bon, ce sera pas les mêmes personnes, bien sûr. Ça sera un relais. C'est tout le but du relais. Ce sera des équipes qui vont se relayer. Durant ce relais, qui va être continu pendant 12 heures, il y aura au milieu des exhibitions sportives. Jusqu'à environ 14 heures. C'est les arts martiaux, les gymnastiques, toutes sortes d'exhibitions. La deuxième partie, donc le relais, il est en 3 parties. La deuxième partie du relais, il va y avoir jusqu'à 17h, 18h, il va y avoir des spectacles pour enfants, si vous voulez. Mais durant tout le relais, même au début, il y aura des interventions artistiques, par exemple le qarqab ou le zarna, tout ça. Ça sera bien animé, voilà. Pendant donc la deuxième tranche, il y aura tout ce qui est enfants, des pièces théâtrales, de la chorale, de la danse pour enfants et tout ça. Ensuite, à partir de 17h, le soir, il y aura une soirée animée avec des artistes connus comme Hakim Salhi, normalement Amel Zan. Et il y aura Farid Khouja pour l'Andalou, il y aura Monsieur Lamari. Voilà, il y aura beaucoup de... Donc ça commence à 13h. Non, ça commence à 10h du matin. Donc 12h. Et ça se poursuit jusqu'à 10h ou 22h ou 23h.
Voilà. Donc ça va être une bonne journée bien chargée. Voilà. Et donc il faut venir ramener les enfants, la famille, tout le monde. Après il y aura des cellules de sensibilisation du cancer. Il y aura des stands de sensibilisation, des stands pour faire connaître l'association. Il y aura des stands peut-être pour exposer ce nouveau projet. Voilà, pour parler du centre d'oncologie pédiatrique. Il y aura aussi peut-être un stand pour faire exposer le travail que font les malades au niveau d'Al Ihsan, parce qu'elles font des travaux manuels. Très, très bien. Et on va peut-être exposer leur travail. Et voilà, on va travailler en étroite collaboration avec les deux DGS, celle d'Alger et celle de Blida, pour organiser ça, et toutes les directions de Blida aussi. D'accord. La culture, tout le monde est mobilisé pour cette journée. Parfait. Voilà. Je vous remercie infiniment. C'est moi. Pour cette intervention. Et comment dire, merci. C'est très, très louable. Et on vous attend, le 16. Inch'Allah. On attend aussi les auditeurs, les téléspectateurs. De toute façon, toutes les équipes vont faire un défilé au début. Donc, avec leur logo, leur t-shirt et tout ça. Voilà. Le rendez-vous est pris le 16 février. Merci. Le 16 février à 10h du matin. À 10h du matin, l'ouverture. Au niveau de la coupole d'Alger. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous sur nos pages Instagram, Facebook, Twitter et pour voir le lien de l'émission, et sur YouTube et SoundCloud, et surtout sur le site radio-m.net, le tiré du 6, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.